Salut à tous et bienvenue dans Chesterview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gonin. Alors, toi, t'as plein de casquettes. On va pas s'amuser à faire une présentation avec tous tes titres parce que t'en as plein. On va plutôt faire un historique. À la base, t'étais vapoteur, t'as monté un bureau de tabac. Ensuite, la vape est arrivée, t'as monté un vape shop. Ensuite, t'as monté un centre de formation. Le militantisme un peu dans la vape, et maintenant un début de carrière en politique. Donc on va rembobiner tout ça. On va commencer par le début. Déjà, comment t'as découvert la vape, toi? Déjà, merci David de m'accueillir. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît aussi et voilà, qu'on se croise avec toute l'équipe de One Shot. Et c'est un vrai plaisir d'être ici, en tout cas, face à toi, comme les précédents. Et que j'ai beaucoup suivi aussi pour être là aujourd'hui. Écoute, moi j'avais démarré déjà à la base comme manager chez McDo. C'est ça qui m'a fait aimer le commerce à la base. De voir beaucoup de gens, voir beaucoup de monde et de comprendre le management. Parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, voilà, de pouvoir fédérer les gens, de pouvoir les faire avancer, les faire grandir. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a poussé à être manager chez McDo. Puis après, j'ai fait une quinzaine d'années donc chez eux. Puis après avoir fait 8 McDo au total, après avoir formé et managé près de 5000 salariés, du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que voilà, j'ai ma propre boîte. Donc du coup je me suis dit, j'avais un ancien directeur qui avait repris un bureau de tabac, donc un tabac presse, donc sur Lyon. Et en fait je l'ai vu tellement heureux au bout d'un an de voir du monde, de pouvoir avoir des clients avec qui il était très proche. Parce que McDo, c'était très déshumanisé, j'ai envie de dire. On donne un petit peu de la nourriture en masse, voilà, et cette masse-là, c'est pas quelque chose qui me convenait sur du long terme. Du coup, j'ai vu mon collègue qui était tellement content, tellement heureux d'ouvrir son tabac presse, avec 700 clients au jour. Donc je me suis dit, ça correspond un petit peu finalement dans la vente, avec quelque chose de plus proche avec mes clients. Donc ça débute bien, en vérité, un peu comme un McDo. J'ai bossé au McDo aussi. J'ai pas été jusqu'à manager, je faisais autre chose à côté, mais ça débite bien aussi. Ça explique un peu pourquoi ces 600 clients jour en tabac, ça te faisait presque pas peur. Tu te disais que 600, ça va. C'est ça. En fait, le fait d'avoir le débit mélangé à avoir une proximité client me plaisait là-dedans. Après, j'ai toujours eu quand même cette réflexion avant de reprendre mon premier bar tabac pour le coup. J'ai pas pris un tabac presse dans ma première affaire avec mon ancien associé qui était un mec de chez McDo aussi. Okay. Voilà, donc on a voulu continuer l'histoire ensemble. Et je me suis dit, tabac quand même. Voilà, combustion, tout ça. Moi, mon grand-père paternel que j'ai pas connu est mort du cancer de la gorge. Voilà, okay. Donc il y avait une grosse réflexion là-dessus. Moi, j'étais fumeur aussi. Donc je me suis dit, ça va peut-être pas t'aider l'histoire, et au niveau familial et au niveau personnel. Ouais, d'avoir des clubs derrière toi tout le temps. Ouais. Tu fumes plus en bureau de tabac? T'as eu cette phase? J'ai encore quelques-unes de temps en temps, voilà. Les clopes environnementales. Donc pour mes stagiaires, ils comprendront bien de quoi je parle dans la clope environnementale. Il m'en reste une ou deux de temps en temps. Mais c'est plus un besoin. Ouais. Voilà, c'est plus récréatif. Plutôt quoi. Ouais. Ah oui. 90% vape et... dans le centre de formation, plus le vape shop, forcément, en travaillant là-dessus, ça nous donne envie aussi de tester, ça nous donne envie de découvrir tout ce que les fournisseurs et tout ce que nous propose la vape dans son marché. Donc oui, c'est bien. Comment t'as découvert la vape, toi? Ça a été quoi ton épiphanie? Est-ce que ça même en a été une, en fait? Et justement, c'est quand j'ai repris mon tabac. En fait, mon premier tabac, j'ai vu plein de vape shops monter. Parce que ça fait 10 ans, moi je suis buraliste. Okay. Et j'ai vu plein de vape shops monter. Et puis moi j'étais là à fumer mes clopes. Je me suis dit, déjà personnellement, je me suis dit, il faudrait que je m'y intéresse quand même, ça serait pas mal, parce que je fumais un paquet de clopes par jour. Donc je suis rentré dans un vape shop. Et j'ai vu un petit peu les différents systèmes qu'on nous proposait. Alors c'est très simpliste à l'époque. Moi j'ai démarré avec la Neo 2, toute pour une des premières, avec les coils. C'était une catastrophe au niveau des fuites, on en foutait partout. Et c'est la première réflexion que je me suis faite.
Je me dis, c'est bien ce truc-là, mais c'est quand même bien le bourbier, quoi. On s'en fout plein les doigts, c'est quand même pas hyper pratique, quoi. Donc c'était un petit peu la première réflexion que je me suis faite. Et qui a emmené finalement LGF Formation aujourd'hui, quelque part. Donc je me suis mis dessus, j'ai essayé, j'étais vapofumeur pendant 3 ans. Mais en ayant diminué quand même de moitié ma consommation de cigarettes. D'accord. Voilà, donc j'avais vu déjà dans le fait d'avoir le geste de la cigarette, le fait d'avoir une autre mentalité autour de la nicotine, parce que je savais que déjà c'était la combustion qui était un problème déjà à l'époque. Donc je me suis dit, écoute, déjà tu réduis un petit peu les risques, même si tu fais encore un peu de combustion, même si on sait que c'est pas forcément, même une clope n'est pas bonne. Mais c'était déjà une démarche. Et moi je suis vachement dans la récompense. C'est-à-dire que je veux pas être dans la frustration et que pour moi être vapofumeur est une étape et que ça permet justement d'avoir une victoire, une première victoire, et d'avancer vers une victoire totale. Et une marche vers Exactement. Vers un but, quoi. Exactement. Donc du coup, j'ai découvert ça comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, t'as quand même des fumeurs toute la journée devant toi. Et puis tu vois que toi, ça commence à fonctionner. Ça commence à être plutôt fun à avoir aussi dans les mains. C'est plutôt une expérience cool. Donc j'avais envie de partager ça avec mes clients et puis de me dire que finalement, j'allais pouvoir leur apporter mon minimum de connaissances que j'avais à ce moment-là, parce que j'avais aussi une autre personne qui m'avait conseillé le vapotage, mais lui, il m'avait mis sur un gros tirage en reconstructible à l'époque, avec du double coil. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais... Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, la vape, c'est bien, mais c'est incompréhensible pour bon nombre. Voilà. Bon nombre de consommateurs, on ne savait pas trop finalement comment les approcher par rapport à leurs habitudes et de leur donner le bon setup pour la bonne personne au bon moment. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à chercher un petit peu, à savoir comment ça fonctionnait tout ça, quoi. Et après, tu as ouvert ton webshop, juste après ça. Alors... pendant un moment, tu as vendu dans ton tabac la vape, et puis après, tu t'es dit, non, viens, on sait partout. C'est au même moment où tu as lancé LGF Formation ? Non. J'étais d'abord avec un associé, je me suis séparé de lui, parce que on n'avait pas la même vision en tout cas de l'association, puis j'ai repris le Galine. Voilà, d'où LGF, c'est le Galine Formation. D'accord. Voilà. Donc c'est une petite dédicace à mon premier bar tabac que j'ai pris en mon nom. Voilà, où j'étais tout seul, donc pour le coup à le gérer. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment le vieux rad, quoi. C'était vraiment avec la poussière sur les meubles. C'était vraiment le vieux bar tabac, quoi. Ouais. Et de là, je me suis dit, faut que tu proposes vraiment un bar à vape. Voilà, et que tu arrêtes de vendre des babioles et de vendre un peu tout et n'importe quoi. Je voulais pas être la foire fouille moi du coin, donc je voulais vraiment identifier en tout cas ce que je faisais dans mon établissement. Et c'est là où j'ai en fait créé le bar à vape dans mon bar tabac, où je proposais des rendez-vous conseils directement aux utilisateurs pour pouvoir arrêter de fumer. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un petit peu de réputation dans mon bastion de Villeurbanne, où les gens savaient que je commençais à être un peu calé sur le sujet. Et c'est comme ça que ça s'est su, c'est comme ça que j'ai des pharmaciens qui sont venus me voir aussi pour arrêter de fumer. Voilà, parce que après le commerce de proximité fait qu'on connaît tous les commerçants du coin, donc ça c'est vite. Et c'est comme ça que j'ai pu attirer aussi, parce que très présent sur les réseaux sociaux aussi, buralistes. C'est comme ça qu'une cinquantaine de buralistes étaient venus pendant 2 ans pour comprendre ce que je faisais. Voilà. Et au début, c'était au coin du comptoir, c'était très chronophage aussi, parce que du coup, ça prend du temps, mais c'est une passion de pouvoir transmettre, de pouvoir de voir les gens réussir aussi avec d'autres convictions que de vendre de façon automatique un paquet de clopes où on sait très bien que la finalité n'est pas bonne pour la santé de notre consommateur, quoi. Et le groupe de formation, donc LGF, Calopi, Carré, tout ça, ça date de combien de temps ça a combien d'années maintenant? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans où en fait j'ai eu l'idée derrière mon comptoir justement parce que j'ai formé beaucoup de buralistes au coin du comptoir. Je me suis dit tiens là faut passer à l'étape supérieure.
Et en fait, il y a eu le concours des Buralistes Stories, donc de la Confédération des buralistes de France, qui proposait sur différents thèmes, démarche RSE, sur la professionnalisation aussi. Et donc moi, c'était sur le marketing. Et j'avais fait effectivement ces rendez-vous conseils avec un logo où on voit donc une petite nénette qui vapote. Voilà, donc j'avais fait tout ce système de communication avec un site internet, avec des visuels, enfin voilà. Et j'avais concouru là-dessus. D'accord. Et donc du coup, j'avais gagné ce prix-là. Et ça donne accès à quoi ce prix après? C'est une reconnaissance d'unité en fait, un joli petit prix qui nous avait donné donc lors du congrès chaque année des buralistes juste avant le Losange Expo. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, parce que moi je suis un peu, ça vient comme ça vient quand j'ai des idées, et de là, à ce moment-là, j'ai dit que j'allais créer un centre de formation, alors que je savais pas du tout comment on faisait un centre de formation. Techniquement, au niveau administratif, pour moi, c'était quelque chose d'inconnu. Et donc, du coup, j'ai balancé ça. Je suis arrivé après dans la chambre d'hôtel, sur mon PC, comment on fait un centre de formation. Après l'avoir dit. Je vais ouvrir un centre de formation. Ouais. Je ne sais pas le faire encore. J'aime bien me mettre en danger. Ouais, c'est quelque chose qui m'anime parce que ça me permet d'aller au bout de mes idées. Et du coup, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un sacré bourbier, qu'il fallait quand même un peu de sous pour faire ça aussi, parce que ça demande des certifications. Enfin, en tout cas, si on veut le faire certifier, ça demande beaucoup de travail. Il faut aussi avoir un local en plus à l'époque, le Covid était arrivé. Donc il a fallu le normaliser aussi par rapport aux normes Covid, tout ce qui est PMR, enfin bref. Et j'avais pas de local à ce moment-là. Et en fait, quand je suis revenu de ce congrès, mon voisin boulanger, donc à la même adresse, qui a donc une surface de vente de 38 mètres carrés et à l'arrière avait 100 mètres carrés en fait de labo pour faire les croissants et tout ça. Ouais. Et donc du coup, il est venu et puis il me dit, Didier, voilà, moi je me barre à 200 mètres. Donc si tu veux récupérer le local, prends-le. Voilà. Je suis rentré dans le local, c'est là où je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû bouffer des croissants chez lui, parce que j'ai vu l'état des cuisines, l'état des murs. C'est chaud quand même. Ouais, disons que, on va dire que ça va, que après il a changé totalement pour quelque chose de neuf. Ouais. Donc je vais continuer à consommer chez lui après, en conscience, mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire. Ouais, alors, mais c'était un enfer. Et là, quand je suis arrivé dedans, je me suis dit, il faut tout mettre aux normes, faut tout refaire, quoi. Il faut tout refaire, il y a des fuites partout. Enfin bref, c'était vraiment une horreur, quoi. C'était vétuste, quoi. Ouais. Du coup, je suis allé voir mon banquier. J'ai exposé l'idée, j'ai fait un business plan. Et puis là, tout au hasard, j'étais devant mon comptoir. Et là, une de mes clientes me demandait ce que je faisais un petit peu avec la vape, avec tous ces outils-là. Puis elle se posait des questions sur cet outil. Et de là, je lui explique. Voilà, j'ai envie de faire un centre de formation, tout ça. Et de là, elle me dit, tu sais quoi, c'est mon métier. Voilà. C'est mon métier d'accompagner les chefs d'entreprise à créer leur centre de formation. Comme quoi, tu vois, voilà. Le hasard fait bien les choses. Exactement, ouais. Et Céline encore, voilà, je la salue au passage parce que c'est... Vous travaillez encore ensemble là-dessus? Ouais. Aujourd'hui, mon assistant de direction, Charles, que je vois grandir et qui est en ce moment même en train de faire ses premières formations VAP tout seul. Voilà. Donc je suis très fier de lui aussi parce que là, il a fait la première session d'un groupe de 8 qu'il a fini hier soir. Avec 10 sur 10 de satisfaction. Ouais, c'est en live là. C'est très, très cool. Émouvant aussi pour moi parce que je vois quelqu'un d'autre, et en plus qui m'a suivi parce qu'on était chez McDo ensemble, il y a 12 ans. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'ai recruté Charles. Au moins tu sais que tu peux travailler avec lui si tu il y a de la confiance, et puis je le vois grandir, et puis c'est quelqu'un de très introverti à la base, donc je le vois se révéler sous une autre forme, et je le vois grandir, et je l'accompagne là-dedans, et lui aussi m'accompagne énormément, parce que c'est lui qui s'occupe des certifications Calliope aussi avec moi, qui s'occupe de la partie administrative, qui pour lui est un plaisir, et qui pour moi est une horreur. Voilà. Donc la partie administrative, c'est pas... Faut bien s'entourer pour l'administratif dans les business. Ça, je pense qu'il faut bien s'entourer d'une façon générale. Oui, de façon générale, mais sur l'administratif, je te rejoins parce que personnellement, je déteste ça aussi. Donc, si tu as des associés, prends-les avec des qualités que tu n'as pas. Oui, bien sûr. C'est ça qui est dur à trouver, quoi. On va avancer un petit peu dans le temps maintenant avec... alors, tu as toujours été quand même militant là-dessus. Je me souviens, on avait parlé avec toi il y a des années dans l'émission sur
justement comment tu avais arrangé ton bureau de tabac en disant venez arrêter de fumer, il y avait des vapes en premier plan, tu avais viré le tabac, tu l'avais mis en arrière. Un panneau au-dessus du tabac qui est toujours présent aujourd'hui, alors même si les chiffres sont plus les bons, mais j'ai voulu le garder pour l'histoire, où on voyait le prix d'un paquet de clopes par rapport au prix de la vape pour impacter le client directement, parce qu'on sait que vraiment c'est le prix qui va d'abord jouer sur l'envie de passer à la vape auprès du client, plus que sa santé. Généralement, on remarque que c'est une fois qu'ils ont des problèmes que là, ils se rendent compte qu'il faut arrêter. Donc, j'ai joué d'abord là-dessus. Ouais. Donc, tu as toujours été militant, tu as toujours été très volontaire sur ce projet-là et tu y as mis beaucoup d'énergie. Ouais. Le centre de formation est un des exemples de ça. Et après, tu t'es dit, OK, être militant, c'est bien, mais il faut maintenant passer par le système législatif, faut faire des lois, faut faire des choses, faut vraiment intéresser les politiques là-dessus. Et le seul moyen de changer d'un système, c'est d'en faire partie. Et donc, tu as décidé de te lancer en politique. Et ça, c'était quand ? C'était un projet plus ou moins à long terme ou c'est quelque chose qui date J'ai déjà un petit peu analysé, déjà dans mon bastion local, à Villeurbanne un petit peu, parce que moi j'y suis né à Villeurbanne. Et puis j'ai vu aussi cette contrebande évoluer aussi, qui apporte aussi du narcotrafic et qui met en danger. On peut faire un rappel, puisqu'on en a parlé un petit peu en off, mais rapidement, l'impact de la contrebande sur le chiffre d'affaires et sur ton affaire à Villeurbanne, sur 8 ans, tu me disais 50% de pertes. Ouais, j'avais à peu près 800 clients jour il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui, je suis à peu près entre 300 et 450 clients jour. Ouais. Ça va varier selon les jours, mais essentiellement, c'est ça. Donc ça suit assez logiquement les chiffres de contrebande annoncés. Pas par tout le monde. Les gens, alors. C'est ce qui a fait que j'ai voulu rentrer dans la politique. Voilà. Donc certaines personnes vont nier qu'il y a autant de contrebande en France parce que ça les arrange pas trop. D'autres vont dire oui, non, il y a 40%. Enfin bon, bref. On peut estimer à combien le chiffre que toi tu vois en France, moyenne je dirais 38%. Et je pense que d'ici fin d'année, on arrivera vers 45%. Ouais, objectivement, c'est ça. Puis je le vois, ne serait-ce que sur le marché le dimanche, parce que j'ai le marché juste devant mon tabac. On a de la peine parce que déjà pour son commerce, on a de la peine pour les investissements qu'on y a mis, on a de la peine aussi parce qu'on peut pas transférer en fait la combustion vers le vapotage. Parce que finalement, ces contrebandiers-là, c'est pas ceux-là qui vont faire ce boulot-là que je fais derrière mon comptoir avec les fumeurs. Donc c'est une double peine en fait. C'est une double peine, une peine économique et une peine psychologique sur mes intentions. C'est dû à quoi ça, à ton avis ? Rapidement, après on vient à la politique. Bon, peut-être on peut y aller en même temps, parce que c'est un peu la même chose, mais est-ce que tu penses que cette contrebande est due à l'augmentation du prix ? Ça semble être le coupable désigné. Oui. Clairement, le prix est un moyen de faire fuir nos clients. Enfin, 13 € le paquet quand on voit 6 € dans les pays voisins où ils vont à la frontière espagnole. Et moi, de Lyon, il faut 2 heures pour aller à la frontière espagnole ou même italienne. Derrière, les gens, et puis on le voit de toute façon pendant la période Covid. Les frontières étaient fermées. Pendant un moment, on a vu une augmentation de chiffre d'affaires qui était impressionnante chez tous les points de vente français. Donc c'est juste factuel. Et c'est ce que les politiques ont eu un peu tendance à oublier, de prendre en référence ces chiffres-là sur cette période-là. Et ça a été significatif. Donc la réalité du terrain, la réalité de constatation, la réalité aussi de former, parce que j'ai formé près de 600 buralistes et vape shops avec un pourcentage de 90% de tabac et 10% de vape shop depuis ces 7 dernières années. Et on se rend compte clairement que c'est un problème qui est national. Ouais. Et donc du coup pour toi, augmenter le prix d'un paquet de tabac à 20 €, c'est pas une bonne solution. Ça fera juste pousser les gens à aller à la contrebande, à aller trouver le voisin, la voisine qui va justement aller se ravitailler chez d'autres copains et d'autres copines. En fait, les gens ont réussi à s'organiser avec ça. Donc, on trouve maintenant sur les marketplaces, il y a juste à aller sur Facebook ou sur Insta ou sur Snap pour trouver et des puffs aujourd'hui maintenant parce qu'interdites à 2%. Voilà, c'est des choses qu'on voit régulièrement et même des contrebandiers. J'ai eu dans ma boîte aux lettres des cartes de visite de contrebandiers où ils me proposaient tous leurs services, quoi. Ouais.
Et livré à domicile. C'est merveilleux. Il y a eu même des mecs sur Uber Eats et tout. Hein. Ouais. Je suis tombé des fois dessus, pas parce que je cherchais, mais par hasard, tu vois, en cherchant de la bouffe. Et en allant dans les cocktails et les trucs en fin de trucs, t'avais des puffs, t'avais... Il n'y avait pas besoin d'aller chercher pour qu'on nous le propose. Hein. Ouais. Ce qui est assez dramatique. Donc, ce qui nous amène, pour de bons ce coup-ci, à la politique. J'ai une question pour toi, qui comme on en parlait un petit peu avant, mais je pense pas qu'on aura la réponse aujourd'hui. Mais comment tu concilies un militantisme profond pour un sujet avec le monde de la politique qui joue avec des règles complètement différentes que nous on imagine? C'est un monde très formaté avec des étages et des étapes pour passer des lois et des manœuvres comme ça que tu fais parce que c'est tel parti, c'est telle chose. Alors que nous on se dit, en tant que militants, faisons de bons choix pour tout le monde et appliquons ce truc-là le plus rapidement possible. Comme ça sauve des vies. C'est une méthode très efficace contre une méthode politique. Comment tu arrives à concilier ça avec ton arrivée en politique? Est-ce que ça a été un choc pour toi? Ça a été un choc pour moi parce que déjà la politique c'était quelque chose que je ne voulais pas toucher. Déjà il y a maintenant pas si longtemps que ça fait 2 ans. Et puis à un moment donné j'ai vu les réalités aussi du terrain, notamment sur l'insécurité entre autres. Alors je suis pas là pour faire de positif du tout parce que mes intentions d'entrer en politique c'est pour ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est ce qui a fait que j'ai franchi la porte. Après, on a tous des convictions. On est dans un pays républicain. On est dans un pays avec encore aujourd'hui une démocratie. Donc, c'est ce que je respecte au plus profond de mon âme. Et l'objectif, en fait, c'était de rentrer en politique, en tout cas pour ces sujets-là, pour pousser les portes. Et de me dire, justement, par ma personnalité un petit peu révolutionnaire, un petit peu pour ça que j'ai la cocarde, parce que ça vient de là, l'histoire de la Révolution. Et je me suis dit, il faut faire les choses différemment. Voilà, donc j'ai poussé la porte une première fois, personne ne me connaissait, j'essayais un petit peu de voir comment ça fonctionnait, de comprendre déjà la logique politique. Et puis c'est par là que ça se passe. Enfin, je veux dire, c'est bien beau de faire de la formation, de pouvoir fédérer au maximum, de donner de l'espoir, de donner des envies. Sur un sujet qui est noble et une réduction des risques. Et de là, je me suis dit, ça va être compliqué d'arriver à faire sa place parce que ça reste quand même, comme j'ai envie de dire, dans n'importe quel contexte social, n'importe quelle personne a envie d'évoluer ou certains ont envie d'évoluer par opportunisme, d'autres ont envie d'évoluer par conviction. Donc voilà. T'en as croisé des hommes politiques de conviction? Oui. C'est pour ça que j'y suis encore. Donc, c'est pour ça que j'y suis encore. Parce que c'est ce qui fait que ça me donne envie de poursuivre. J'ai la chance d'être dans un département qui a des convictions fortes. Et j'avais un petit peu peur de ça. En rentrant là-dedans, je me suis dit, ça va être très compliqué psychologiquement, parce que moi je suis quelqu'un de très entier, je sais pas, j'aime pas être dans la zone grise. C'est ou blanc ou noir, moi je veux y aller à fond. Si j'y vais à fond. Ce qui n'est pas du tout les codes de la politique. Oui, mais c'est justement ce que j'ai voulu apporter. Parce que j'aime bien casser les codes. Donc la formation aussi, dans le contexte que j'ai voulu faire avec LGF, casser les codes aussi. Puis c'est un peu ma personnalité d'aimer à franchir des lignes que personne ne franchisse ou qui essaye mais qui n'y arrive pas. Et là, on s'attaquait à du lourd. Parce que, voilà. T'as beaucoup d'hommes politiques qui vapent. Ouf. On a eu notre ministre de la Santé, ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est vapoteur à l'époque. On a eu notre première ministre qui était une grande vapoteuse, qui l'a lâché jamais. À son investiture, elle vapotait déjà. À son investiture, même devant les enfants et tout, elle avait tout le temps sa vape à la main. Ouais. Comment t'expliques que des gens qui sont intimement convaincus de ça, qui vapent, qui sont des vrais gars et tout, qui ont vraiment compris l'intérêt de la cigarette électronique, comment t'expliques qu'on ait encore autant de bloqueurs en politique? Et récemment, avec Madame Vautrin notamment, qui parle de réduire les arômes, de réduire le taux de nicotine, c'est complètement l'inverse du truc. Je l'ai vu en live hier en plus, l'annoncer, parce que j'étais à l'Assemblée nationale hier.
Pour les questions au gouvernement là-dessus, oui, en fait, il y a une part de déconnexion et il y a une part de principe de précaution. Dans le sens où il faut écouter les scientifiques et il faut écouter des scientifiques qui sont pas forcément objectifs. Alors, c'est marrant parce que tu dis qu'il faut écouter les scientifiques. J'ai regardé beaucoup la télé le week-end dernier, ce que je fais rarement, mais là, pour le coup, j'ai suivi parce que c'était la journée de la vape et la journée sans tabac. Habituellement, on se fait juste défoncer pendant cette semaine-là ou pendant ces 2 jours-là, 2 jours avant, 2 jours après, et le week-end, c'est à fond les ballons. On se fait défoncer en disant « Oh là là, la cigarette électronique, nouvel ennemi, épidémie de vape chez les jeunes qui meurent avec la cigarette électronique, machin. » Cette année, j'ai vu énormément de scientifiques à la télé parler de différence entre combustion, addiction à la nicotine. J'ai vu énormément de gens parler de les arômes, c'est utile pour les fumeurs. On a des scientifiques maintenant de plus en plus, et c'est ma conviction, qui sont très au courant de ces choses-là. Ils sont où ces scientifiques et pourquoi ils ne conseillent pas plus les politiques ? Ils ne conseillent pas plus les politiques parce qu'il y a encore une fois ce principe de se dire oui, mais on n'a pas le recul suffisant. Même si, toi comme moi, on va dire qu'on a 15 ans de recul. Ça suffit, non ? Oui, mais principe de précaution. Ouais. C'est un peu ce qu'on va me dire fréquemment. Après, il y a aussi une volonté de construire différemment. Je suis rentré en politique aussi avec une idée de licence. Voilà. Pas pour que ce soit une gabegie administrative pour les patrons, que ce soit VapShop, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'on m'a souvent dit, oui, tu ne protèges que les buralistes. Non, je protège, et les VapShop ont toute leur légitimité depuis... Tous les gens qui vendent de la nicotine. Bien sûr, mais évidemment, enfin, je veux dire, on est encore entre 12 et 15 millions de fumeurs, j'ai plus le chiffre exact, il faudra que je revalide ça. Disons 14. Bon, 14, donc on a encore du boulot. Enfin, je veux dire, il y a la directive des produits du tabac qui va être pour 2026. On fait déjà les annonces de Madame Vautrin, justement, sur la baisse de la nicotine, enfin du taux de nicotine, sur la restriction des saveurs. Est-ce qu'on a le temps de se battre dans des guerres intestines syndicales, si je puis dire, ou politiques, en fait. L'objectif, c'est de faire entendre raison à tout le monde et d'activer les bons leviers avec des solutions pragmatiques. Une licence, pour moi, elle permet de sécuriser les vendeurs, déjà, et de les reconnaître. Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance concrète. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui peut être VapShop ou buraliste s'il a un casier vierge. Voilà, bon, il faut avoir un peu d'investissement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, mais si on veut être concret, aujourd'hui, n'importe qui peut être opportuniste de cette vente-là. Alors qu'on ne peut pas conduire une voiture sans avoir un permis. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'établir des règles et en consultation. Moi, j'ai toujours été très ouvert auprès de tout le monde. C'est depuis le début d'LGF Formation, j'ai toujours tendu mes bras, que ce soit à n'importe quel syndicat, que ce soit le syndicat des buralistes ou des syndicats de la vape. Et l'objectif, c'est de discuter entre nous pour ne pas qu'on soit tous punis en 2026. Ou par des communiqués comme a fait Madame Vautrin, parce que ça tombe forcément toujours pour la journée sans tabac où on a des annonces très fortes chaque année. Le PNLT, le Plan National de lutte contre le tabagisme de M. Rousseau a été annoncé il y a plus d'1 an maintenant dans l'ancien gouvernement. On les connaît, les dignes. Il y avait déjà la suppression des saveurs, il y avait déjà tout ça. Mais oui, donc on connaît ces lignes-là et on n'arrive pas encore aujourd'hui à communiquer et être collégial sur au moins des discussions. Ouais. Après, j'ai l'impression que, tu vois, nos politiques, ils comprennent pas cette notion de réduction des risques. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'ils comprennent vraiment. Ils le comprennent, parce qu'ils vapotent beaucoup. Ouais, alors, peut-être, mais peut-être pas Madame Vautrin, peut-être pas les gens qui sont dans son cabinet, ou peut-être qu'elle est mal conseillée. Toi, en tant que politique, sur ton parcours politique, comment tu vois les choses ? Est-ce que tu te dis un jour, je vais arriver au sein d'un parti avec des alliances politiques, à faire passer le bon message, ce bon truc pour la vape, ou est-ce que on essaye d'atterrir sans train d'atterrissage le moins durement possible ? Comment tu vois les choses ? Moi, je vois plus dans le fait, et c'est ce que je pousse aujourd'hui à crier mon désespoir là-dessus, c'est justement d'être intelligent. Et être intelligent, c'est de se dire que chaque acteur qui a des liens politiques, peu importe les groupes, puisse discuter, puisse trouver un consensus et ensemble aller chacun porter la même voix auprès de chaque groupe. Voilà. D'être stratège.
finalement, si on a la même solution, si on a la même, si on a le même effectivement consensus entre nous, si on est déjà encarté, si je puis dire, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que c'est pas un mot qui me définit, plus par conviction que par encartement. Je pense qu'on arrivera plus à nos fins et à être écouté parce que chacun a cette écoute politique dans son propre parti. Ouais. Donc là, il peut y avoir une évolution. Et c'est tout mon cri de désespoir aujourd'hui, en ce moment. Comment t'expliques cette différence ? Parce que là, on parle d'encartement, là. Comment t'expliques cette différence ? Pour les documentaires, on en a fait pas mal de recherches là-dessus. On s'est rendu compte d'un truc qui est étrange et qu'on n'a pas de réponse à ça. La vape est un sujet de droite. C'est-à-dire, les pro-vape sont souvent de droite. Alors, il y a des exceptions, hein, mais globalement. Oui. Et les anti-vape sont très souvent de gauche. Comment t'expliques ça ? Ça peut foutre de droite ou de gauche. Alors, pour être très franc, pour te répondre à ça, ce serait une très bonne question que je me poserais aussi. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit une question de droite ou de gauche. Je pense que c'est des gens qui sont tous, c'est dramatique de dire ça comme ça, mais très perdus en fait face à ça. Et mal informés en fait. On revient sur l'information et sur la formation, encore une fois, mais c'est des personnes qui qui connaissent pas finalement les choses. Ils savent que c'est moins dangereux, mais ils savent pas trop où ils vont. Après, droite-gauche, c'est pas une surprise pour personne que je suis de droite, hein, une droite enracinée. J'ai beaucoup de vapoteurs dans les politiciens que je fréquente. Mais l'objectif, c'est encore de les informer, réinformer, refaire des plaidoyers chaque semaine, chaque instant, et de pouvoir aussi en informer d'autres députés et d'autres politiciens d'autres groupes. Voilà. Même si, effectivement, on serait tous ravis, enfin moi je serais ravi en tout cas, que mes efforts et en tout cas mes plaidoyers qui ont été très développés depuis 1 an et demi, chaque semaine, chaque week-end, à traverser la France, aller voir certains députés, même pour 5 minutes de discussion, et de leur mettre dans les bras justement l'urgence qu'on a face à ces 14 millions de fumeurs et ces 3,5 millions de vapoteurs. Et ces 220 morts par jour aussi. Aussi. Accessoirement. Aussi, et que malheureusement, aujourd'hui, j'en viens plus à parler d'un électorat pour convaincre que la partie technique. Si je puis dire. C'est-à-dire, au lieu d'attaquer le sujet sur quelque chose d'humaniste en disant sauvons des vies, tu dis c'est 14 millions d'électeurs, quoi. Ouais, je commence par là, parce que on voit aujourd'hui que chacun essaye de récupérer un maximum de députés dans l'hémicycle et avoir le lead. Et c'est le jeu politique, hein, c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. Donc c'est là où c'est assez délicat, parce qu'il y a ses convictions propres. Il y a le fait de voir aussi des députés, et pour le coup, vraiment, j'ai des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je raconte. Donc c'est ce qui fait que j'y suis encore, vraiment. Parce que je pense que si on parlait que d'électorat, je serais déjà parti. Voilà. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui cherche une place en politique, en fait. Je cherche pas à être député demain, je cherche pas à prendre une place à la municipalité pour autant. J'ai déjà mes 3 entreprises. Je veux dire, ma passion, c'est former. Ma passion, c'est la vape, c'est les fumeurs, les convertir. C'est ça qui m'anime. Ou participer peut-être à un groupe de conseil. Ouais, mais carrément, c'est ce qui me plaît vraiment aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire que la plus grande des réussites sera dès lors que tout le monde aura compris que la vape est un formidable outil pour ne plus vaper après. Je veux dire, ça reste une étape de réduction des risques. On le sait, tout le monde le sait. Donc maintenant, passons au concret, avant que ce soit comme nos pays voisins. En autre angle, dans ton attaque politique, est-ce que tu mentionnes des fois le rapport COP, celui qui montre que ça coûte 150 milliards d'euros à l'État par an, bien sûr, le tabagisme. C'est pas un truc qui résonne dans leur tête en se disant je gagne 15 milliards de taxes avec le tabac, mais j'en perds 150 milliards avec tout le reste. Est-ce qu'on n'a pas un but à atteindre en disant faisons passer les gens sur de la vape, réduisons ce gap?
Ouais, et puis c'est encore plus intelligent que d'essayer d'aller chercher des taxes sur la vape qui ne rapporteraient que 200 à 300 millions. C'est ça. Donc il y a une incohérence folle. Bah, en fait, qu'est-ce qu'ils répondent à ça, les politiques? Ce qu'ils répondent, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de sujets, et vraiment, hein, pour le coup, je peux pas leur jeter la pierre, et je le ferai certainement pas, parce que j'ai vraiment, encore une fois, de bons échanges réguliers. Et ça, je m'attendais pas à les avoir. C'est qu'il y a une urgence partout. On a aujourd'hui des problèmes géopolitiques, on a des problèmes avec l'agriculture, on a des problèmes économiques et sociaux qui touchent la France et qui touchent l'Europe aujourd'hui. On a surtout un manque d'argent, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, dans les discussions que je vois sortir, c'est surtout un manque d'argent. Oui. Pourquoi laisser une vanne ouverte aussi large quand justement tu es en recherche de budget? Pourquoi pas dire, bon, on a un économiste qui est professeur à la Sorbonne, qui est pas un idiot, hein, Monsieur Kopp, c'est pas un hurluberlu sur Facebook, hein. C'est un gars, il donne des cours d'économie à des futurs politiques, donc il sait ce qu'il raconte. Ouais. Pourquoi pas essayer de fermer un tout petit peu cette vanne, même un quart de tour, pour passer de 150 milliards à 100 milliards et gagner 50 milliards au passage? C'est ce blocage mental chez les politiques que je comprends pas. Je pense que c'est pas un blocage mental, c'est un manque de... En fait, il y a un manque de temps, honnêtement. Pour discuter très très fréquemment avec eux, ils en ont par-dessus la tête. Les sujets, aujourd'hui, je ne veux pas le citer, mais j'ai plusieurs assistants parlementaires, des fois, qui m'envoient des textos à minuit, 1h du matin, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Parce qu'ils sont sur 1000 sujets en même temps. Ouais. Et à force d'être à 1000 sujets en même temps, on n'est pas précis sur un sujet. Donc, au final, mes plaidoyers sont lus, les détails techniques sont lus, ils sont connus. Mais Didier, on n'a pas... C'est chaud niveau timing en ce moment, quoi. C'est souvent ça qu'on me répond. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas y aller. J'ai le député Gillet, pour le citer, qui va faire un PPL, qui va préparer un projet de loi sur le vapotage, où je serai en concertation avec lui pour lui apporter un maximum d'éléments. Je ne me prononcerai pas en son nom, parce que c'est lui qui portera ce PPL, et c'est à lui aussi, avec le parti, de prendre ces décisions-là, avec, je l'espère, la plus grande attention sur ce que je leur ai apporté depuis 1 an et demi, puisque c'est nombre de mails et nombre de dossiers qui ont été envoyés et qui vont dans le sens de notre sécurité, de la sécurité de la filière, de la sécurité des utilisateurs et de tout ce qu'on mène, en tout cas, que ce soit vous avec One Shot ou avec LGF ou avec les autres acteurs derrière leur comptoir. Donc c'est vraiment, et c'est pas pour faire du politiquement correct, mais c'est un manque de temps, c'est une urgence sur plein de sujets. Et on sent un pays qui est en crise, en fait. Donc, et on le voit, en fait. Moi, je le vois concrètement sur le terrain. Donc, c'est sûr. Il y a d'autres... On pourrait s'imaginer qu'en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est vrai qu'on ne traverse pas une période particulièrement calme. C'est ça. Mais quand tu regardes les chiffres, par exemple, de la fraude fiscale, qui cause de grands débats en ce moment, en disant, l'évasion fiscale, rendez-vous compte, ça coûte, plus 200 milliards d'euros à la France tous les ans. Tu vois, mais bon, ça coûte 150 milliards. Pourquoi il n'y a pas la même urgence là-dessus? Pourquoi on n'a pas encore compris ça? Et ce rapport COP, il date d'une période où la France, ça allait à peu près, tu vois. Ouais. Bon, jusqu'à après le Covid, ça a été un peu compliqué, mais on cherche à récupérer de l'argent pour les hôpitaux, on cherche à récupérer de l'argent pour la sécurité, on cherche à récupérer de l'argent pour les infrastructures. On a un robinet de thunes qui coule à grande eau toute l'année là-dessus, depuis 50 ans, et ça, c'est pas urgent. Viens, on va traiter autre chose. Ça me semble être la plus grosse plaie béante dans notre budget, facilement refermable avec un produit comme ça, bien sûr, qui est pas traité, en fait. Et c'est même avec... hier, on était au forum de la nicotine. C'est pas une question qui semble être facile à traiter. Même Olivier Véran était là. C'est pas quelque chose qui semble être facile à traiter pour eux. Non, c'est pas facile à traiter. Et puis, encore une fois, moi, ça fait que 1 an et demi, 2 ans que je suis rentré en politique où on ne me connaissait absolument pas. Ouais. Donc, il a fallu aussi faire sa place. Il a fallu aussi montrer ses intentions aussi.
tout noble qu'elle soit, on essaye de aussi montrer ses capacités, montrer aussi de quoi on est capable aussi en communication, le fait de fédérer les gens, parce que ça c'est vraiment ce qui m'anime, sur les différents sujets qu'on traite en politique, parce que malheureusement, même si je porte le vapotage comme étendard dans mon parti, et d'ailleurs dans plusieurs autres partis qui m'ont demandé indirectement des plaidoyers, parce que je tiens quand même à signaler que je ne reste pas bloqué juste sur mon parti. L'objectif, c'est aussi que tout le monde comprenne. Tout le monde est l'info. Bien sûr. Sinon, je ne serais pas rentré en politique, encore une fois. Mais c'est 1 an et demi, c'est long et c'est court à la fois. Parce qu'en un mois, on essaye d'envoyer des mails, on essaye d'avoir ne serait-ce que 10 minutes de discussion. C'est un travail très chronophage. C'est même très épuisant comme boulot. C'est quelque chose qui est généralement le week-end ou le soir. En journée, les députés sont très occupés, très demandés sur tous les sujets qu'on a aujourd'hui en France, et que 1 an et demi, c'est comme si je taffais comme un fou furieux pendant 15 jours. Ouais. Voilà, si on regarde sur le timing. C'est là où il y a une certaine frustration, parce qu'on sait que le timing, il y a la TPD 2026, on sait qu'il y a les déclarations de Madame Vautrin. Annoncées pour fin 2025. Oui, sur des décrets, oui. Donc on essaye de faire le maximum, de réveiller aussi les autres, à leur dire arrêtez de regarder les encartements. Oui, on a tous des appétences politiques, et des directions politiques auprès de certains, auprès d'autres. Moi, je le respecte. On est dans un pays démocratique. Je veux dire, heureusement, et j'ai aucun problème avec ça. Et c'est là où justement, on devrait être plus intelligent que ça. On devrait dépasser le côté partisan de la politique, quoi. On devrait aller plus loin, quoi. On devrait être intelligent entre nous à dire, putain, on est quand même tous dans le même. Comme pour beaucoup de questions d'ailleurs, pas uniquement le vapotage. Mais oui, bien sûr. Le CBD, en ce moment, je discute beaucoup avec les syndicats du CBD, bientôt aussi avec la NFSEA, donc le syndicat des agriculteurs aussi, parce qu'ils ont aussi leurs problématiques. Donc c'est aussi ce qui permet de faire des rebonds aussi. Le narcotrafic, c'est un rebond, parce que forcément, c'est des causes à effet. Quand on va parler de contrebande de tabac, quand on parle des puffs aujourd'hui et qu'on voit le marché noir qui est en train d'exploser là-dessus, c'est quelque part des causes à effet qui concernent justement les produits. C'est des cadeaux qu'on fait à la mafia à chaque fois en disant tiens, interdisons ce produit qui est vastement demandé par la population et donnons-le directement à la mafia. C'est ça. Sans contrôle et sans mais pour des chiffres, on essaye de c'est ce que je reproche de dire protégeons nos pauvres têtes blondes de ces dangers en interdisant tout ce qu'on aime beaucoup faire, mais sans éduquer, sans encadrer le reste, sans se charger de la contrebande que ça génère. Et après, oh mon Dieu, les réseaux sont super alimentés, ils ont plein d'argent, d'où ça vient? L'éducation, mais j'ai envie de dire, c'est même pas que pour le vapotage, c'est pour tout. Si on éduque les gens à s'aimer déjà les uns les autres, ou si on évite d'avoir des documentaires à la télé où on voit les gens se friter toute la sainte journée, parce que ça donne la sensation aux médias, ils aiment ça. Si on leur proposait, je sais pas, un reportage à aimer son voisin, à aimer les gens qui nous entourent, des choses comme ça. Peut-être que le monde changerait déjà et qu'on aurait peut-être plus de temps. Carrément. On est d'accord. Écoute, prions pour ça. Merci pour ta présence sur ce studio. Merci à toi. On pourrait parler de ça pendant toute une journée, mais on va devoir garder ça assez compact. Merci d'être venu donc sur nos canapés. Merci à toi. Enfin. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. On se dit à très vite sur la chaîne évidemment pour d'autres émissions. Restez branchés. Et j'aurais un dernier appel à faire à tous les acteurs de la réduction des risques. Vapoteurs, vapshop, buralistes. C'est le moment de s'éveiller, c'est le moment de s'unir. Faites entendre votre voix, c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos clients, c'est l'avenir social du pays. Et comme j'ai toujours pour habitude de dire chez LGF Formation, ensemble pour vous, pour demain. Parfait. Merci à toi pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. On se retrouve évidemment sur la chaîne tous les lundis à 22h pour l'émission, les samedis pour l'hebdo. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao.